Alors, on va commencer la deuxième conférence, donc avec Anne Dufresne, euh, qui donc, je te présente rapidement. Tu es donc docteur en sociologie, diplômé de Paris X et de l'ULB. Tu travailles donc au Gréséa comme Cédric et au Gracos, donc qui est le groupe de recherche. Un groupe d'analyse des conflits sociaux. Ok, voilà. C'est juste, en fait, c'est une collaboration interinstitutionnelle. Ok. Donc, tu as travaillé sur la question des syndicats, notamment au niveau européen, et des négociations collectives. Euh, on va dire que récemment, tu t'es intéressé au mouvement des Gilets jaunes et aux formes de mobilisation, disons, non conventionnelles, ou en tout cas moins institutionnalisées que celles des syndicats. Ce qui t'a mené euh, à t'intéresser à la question de l'ubérisation et des travailleurs de plateforme et donc voilà, enfin bref, pas pour donc les coursiers et les chauffeurs. Euh, donc c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Et donc avec toutes ces questions euh, du rôle des plateformes et de comment ces personnes-là se mobilisent et quel est l'impact social de cette ubérisation globale de l'économie moderne, on va dire. Voilà. Merci Tristan, et puis merci aussi pour l'invitation. Je ne sais pas si c'est bien là, si on entend. J'ai oublié 2 secondes, je suis vraiment désolé. Oui, je voulais remercier Paul-Émile et pas Pierre-Emmanuel. Je suis vraiment désolé, je me suis trompé du sound. Et voilà, rappeler que la caisse d'attaque est posée là-bas sur la petite estrade parce qu'on m'a demandé, on savait pas où la trouver. Voilà, je te laisse continuer. Donc, merci pour cette invitation à cette journée. Et donc, je suis bien contente d'intervenir aussi après Cédric qui a posé le cadre de l'économie numérique, ce qui est très utile, très, très intéressant. Et donc voilà, je suis heureuse de vous présenter mes travaux actuels sur les travailleurs de plateforme, en effet, qui ouvrent un champ de recherche en fait passionnant. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous faire état de mon chemin de recherche parce qu'en fait, il est très en lien avec le thème de la journée. Donc, Europe sociale, illusion ou espoir. En fait, moi, j'ai navigué dans la désillusion de l'Europe sociale. Et donc, en fait, je travaille sur le syndicalisme européen depuis plus de 20 ans, à peu près. Et le fil rouge, en fait, depuis le début de mes recherches, c'est d'interroger justement un peu une question obsessionnelle, la construction des revendications, des actions des acteurs qui permettent d'aller vers un rapport de force favorable aux travailleurs au-delà du niveau national. Et alors au départ, j'ai tenté de le faire sur des eurosyndicats. J'ai fait ma thèse, mon ouvrage avec Bernard ici présent, et j'ai beaucoup travaillé avec Corinne Gobin, que je remercie d'ailleurs d'avoir soutenu tout ce travail, et qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle L'Europe syndicale il y a très longtemps et qui est très très intéressant. Et justement, toute cette question de l'eurosyndicat, c'est quand même très intéressant sur le thème, puisque ces structures, elles se sont définies avant même de déterminer une action collective européenne. Et donc la CES, les fédérations de branches européennes que j'ai pu étudier à ce moment-là, en réalité, elles se portent elles-mêmes, et c'est l'intégration par le sommet qui coupe les élites syndicales de leur base. Et on a ce très haut degré d'institutionnalisation des eurosyndicats qui fait obstacle, en réalité, à une conscience de classe européenne, à une identité collective, etc. Donc, au bout d'un moment, j'ai abandonné justement. Donc, j'avais écrit un livre sur l'enjeu pour l'eurosyndicalisme, etc., en essayant toujours de chercher quelque chose dans ces espaces, ces coordinations de négociation collective. Et finalement, donc, j'ai fini par m'intéresser non plus. Je suis passée des structures à l'action, c'est-à-dire
mais toujours avec la même question des revendications et des actions possibles au-delà du national. Et donc en m'intéressant ensuite aux conditions de la mobilisation sociale transnationale. Et c'est comme ça que j'ai finalement atterri sur les stratégies de lutte de ceux que Sarah Abdelnour appelle les nouveaux prolétaires et que sont les coursiers et les chauffeurs en Europe. Et donc, en fait, voilà, j'ai eu la chance en octobre 2018 de pouvoir co-organiser l'Assemblée européenne des coursiers, ce qui m'a vraiment mis dans le bain, qui était une expérience absolument passionnante et très pertinente à décrypter justement sous l'angle des conditions de la mobilisation sociale transnationale et du défi syndical que ça peut impliquer. Donc voilà pour cette désillusion de l'Europe syndicale. Maintenant, j'en passe au sujet proprement dit. Donc, travailleurs de plateforme contre la loi Uber en Europe. En fait, c'est le titre provisoire d'un article que je suis en train d'écrire pour le Diplo et qui devrait sortir au moment de l'adoption de la directive, de la future directive européenne. Et cette future directive européenne, elle va devoir voir le jour avant les élections, voire même avant avril, je pense, 2024. Et c'est donc le débat politique, du coup, autour du travail de plateforme et de l'amélioration des conditions de travail va être très chaud encore jusque-là. Ça fait depuis 2019, en fait, que cette proposition a été lancée. Mais mon intervention ici, elle va porter plus, non pas sur les enjeux juridiques proprement dit de la directive, mais plus sur les dessous, en fait, de l'élaboration de cette loi. Et donc, j'ai envie de faire avec vous une sorte de plongée dans la décennie qui vient de s'écouler et de montrer à quel point, pour mieux comprendre l'évolution du rapport de force entre capital-travail, c'est-à-dire ici entre les plateformes hors la loi, que sont Uber, Deliveroo, etc., qu'a déjà évoqué Cédric, et des travailleurs sans droit, donc qui sont en lutte dans la rue et dans les tribunaux. Donc, voir quels ont été les allers-retours, en fait, entre ces différentes forces et faiblesses. Donc, je vais raconter cette histoire sur 10 ans en 4 étapes. Tout d'abord, l'essor des plateformes et donc ce que ça implique en termes d'uberisation, d'exploitation salariale et numérique. L'exploitation numérique, on a déjà un peu parlé. Puis, deuxième étape, voir justement comment cette uberisation, elle va pousser à la lutte des travailleurs, que ce soit en termes d'action collective à partir de 2016 ou d'action juridique qui commence à être favorable aux travailleurs à partir de 2018. Et puis, troisième étape, ensuite, la bataille juridique, elle va se déplacer sur le terrain de la loi, avec la loi Uber aux États-Unis, cette fois, 2020, et la loi Rider en Espagne, pro-salariat, on verra. Donc, c'est tout ce cadre-là, entre action collective, action juridique, entre niveau local, niveau européen et international, qui va jouer finalement sur ce que va devenir ce texte. Et finalement, ce texte n'est rien que la cristallisation d'un rapport de force à un moment donné et qui est la suite de ce qui s'est produit depuis une dizaine d'années. Donc là, j'ai le même slide que Cédric. Donc je vais pas le répéter, puisqu'on parle de la même chose. Mais donc, tout simplement dire que moi, ce que je travaille ici, c'est plutôt les plateformes de travail à la demande, c'est-à-dire les plateformes dites allégées, qui sont justement les dernières nées du processus. Donc, c'est celles... Ça a commencé avec Airbnb en 2008, et puis Uber 2009, Deliveroo 2013. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apparition de ces plateformes-là, ce n'est pas seulement lié à des évolutions technologiques, ça l'est aussi, mais aussi à des événements comme, vous le voyez ici très bien sur ce graphe, comme la crise économique et financière de 2008, donc qui a permis d'avoir un capital très voilà, fluide et qui a fait en sorte que de nombreux investisseurs ont investi dans ces plateformes.
ça a servi de catalyseur réellement à la multiplication de ces nouvelles entreprises. Et puis ensuite, on a eu la pandémie qui a fait un effet exponentiel, vous le voyez là, qui a encore accéléré donc, leur expansion. Donc voilà pour la spécificité de ces plateformes-ci. Vous avez eu le détail pour le reste tout à l'heure. Donc ce modèle en fait, de l'uberisation, il mène en fait, à une exploitation très, très spécifique. Bon, l'exploitation, elle existe dans énormément de secteurs. Les faux indépendants, ils existent aussi déjà dans de très nombreux secteurs. Mais ici, on est un peu dans l'extrême, puisque justement, les pratiques sociales de ces plateformes-là, elles ne sont absolument pas régulées. Et donc, on a des coursiers qui sont sous-employés, donc le plus souvent comme faux indépendants, mais aussi comme en Belgique, sous des statuts, des tiers statuts tels que le P2P ici, et 80 à 90% qui sont, enfin en tous les cas, un très très grand nombre de coursiers belges, Camille pourrait mieux dire que moi le pourcentage, qui sont des statuts, même pas des statuts, des régimes d'emploi. Ensuite, les coursiers, ils sont sous-payés, totalement avec des paiements à la tâche, une tarification faible, instable. En Belgique, c'est 5 € la course, ou moins même, en P2P. Et les indépendants, c'est pareil, ça revient à peu près à la même chose. Après, il n'y a pas le temps d'attente qui est payé. Le temps d'attente n'est pas payé. Enfin, on ne peut pas rentrer dans les détails ici, on pourra en parler dans le débat. Ensuite, ces coursiers, ils sont aussi sous-protégés, sans protection sociale ou quasi, et avec des assurances accidents très, très minimales, malgré justement la loi qui est passée et qui est censée être entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier en Belgique. Donc là, on voit qu'on a vraiment ce modèle d'exploitation salariale extrême, avec des pratiques patronales qui sont vraiment dignes du 19e, et dont il y a eu toute une campagne qui s'intitulait Slavery, vous le voyez ici, et qui, voilà, c'est pour faire référence à cette exploitation absolument terrible. Maintenant, il y a une autre source d'exploitation, c'est l'exploitation numérique, et ça, Cédric en a déjà bien parlé. Je vais aller très vite avec les deux formes que ça peut prendre sur le management algorithmique qui en fait renforce encore, puisque cette fameuse boîte noire que tu disais, on pourra peut-être ne pas ouvrir si les négociations à l'OMC tournent mal, tournent bien pour eux. Et donc, ça renforce l'asymétrie de pouvoir entre les plateformes et les travailleurs très fortement. Et donc, très souvent, depuis, les syndicalistes disent on va ouvrir la boîte, on va aller chercher la transparence de l'algorithme, etc., mais sans avoir encore tout à fait les moyens de le faire. Même si, vous le verrez, ça apparaît dans la loi Rider en Espagne, ça apparaît dans la directive, ça apparaît, mais ça reste encore très relatif. Et puis autrement, il y a, là tu en as parlé suffisamment pour que je ne passe pas, cette exploitation massive de données qui profite aux plateformes. Donc voilà pour cette exploitation numérique. Et donc on a vraiment ce phénomène de l'uberisation qui apparaît dans les années 2010, avec, comme on a vu, Uber qui naît en 2009, Deliveroo en 2013. Et donc, face à cette régression majeure, cette attaque antisociale portée par les plateformes, on va avoir évidemment un laboratoire de la contestation qui se met en place, en particulier chez les coursiers. Donc là, vous voyez qu'ici, il y a un rapport qu'on avait fait à l'époque, en 2021, sur le travail de plateforme avec Cédric d'ailleurs, que vous pouvez télécharger en ligne sur le Grazéa. Là, en fait, on y détaille justement les différentes stratégies d'action collective et d'action juridique mises en place, aussi dans les différents pays, dans une dizaine ou une douzaine de pays. Et donc, les coursiers vont devenir en fait les fers de lance à ce moment-là d'une vague de résistance. Donc, c'est un moment très fort dans toute l'Europe.
Et donc, ça se forme au niveau local. Alors, souvent en marge des syndicats au départ. Après, il va y avoir un rattrapage. Il y aura justement une façon d'appréhender les collectifs. Et puis, ils vont également se fédérer au plan européen international, mais pas forcément sur le long terme. Donc, cette organisation au plan local est difficile. Elle est difficile parce que les coursiers sont atomisés dans la ville, parce qu'ils ne sont pas forcément... voilà, ils ne se retrouvent pas autour d'une machine à café, parce que voilà, il y a un isolement très grand. Et puis aussi, évidemment, à cause de la rotation importante, du turnover dans le secteur. Et ce qui est aussi très important, parce que ça mine la représentation et l'action collective. Le fait que ça bouge beaucoup, mais pas seulement. C'est aussi parce que donc c'est un certain type de travailleurs qui maintenant aussi a beaucoup évolué. Au départ, c'était beaucoup au tout début, c'était plutôt des étudiants, des artistes en activité complémentaire. Aujourd'hui, c'est essentiellement, après la dégradation encore croissante des conditions de travail, beaucoup de migrants, demandeurs d'asile ou sans-papiers, et donc qui ont d'autant plus difficile à se mobiliser, à se défendre collectivement. Donc, s'organiser donc au plan local. Il y a en Belgique, par exemple, le syndicat United Freelancers de la CSC qui s'est créé à partir de 2019. C'est une section, en fait, qui est dédiée aux faux indépendants, enfin aux indépendants, en fait, en général, même dans d'autres secteurs, ORECA, construction, etc., mais qui aussi a la particularité d'organiser les faux indépendants. Au Royaume-Uni, il y a l'IW. Alors oui, en Belgique, j'en parlerai tout à l'heure, il y a surtout le collectif des coursiers bruxellois, mais aussi dans quelques autres villes, qui est né dès le départ et qui a été très, très actif dans les luttes pendant tout un temps. Vous pouvez d'ailleurs voir des vidéos, Maxime est là, de ces luttes vers 2015-2016 sur le site de Zine TV. Et là, on avait à ce moment-là vraiment une vie très active en termes d'action. Il y avait même eu une occupation du siège de Deliveroo. Donc, c'était vraiment très intense. Et ce n'était pas seulement en Belgique, c'était un peu partout en Europe. Alors, il y a eu l'IWGB, ce qui a été aussi un syndicat anglais hyper actif et qui s'est... En fait, de nouveau, c'est une sorte de section qui s'est créée, mais déjà depuis plus longtemps, et qui réunit les faux indépendants, mais les précaires en fait, de tous les secteurs. Et qui s'est en fait détaché de Unite, d'une grande organisation syndicale, pour pouvoir justement agir autrement en créant un syndicat de lutte. Donc, toutes ces tentatives syndicales, elles ont eu aussi quelques victoires, en particulier au Sud. En Grèce, et c'est là, même si c'est relativement rare dans l'ensemble de l'Union, il y a eu quand même des moments importants où il y a des liens entre collectifs et syndicats qui ont fonctionné. En Grèce, le PAME, syndicat communiste, qui, avec l'aide aussi d'un boycott des consommateurs, a abouti au CDI des coursiers. Donc c'était quand même un moment très très important de voir que c'est possible, qu'il est possible de parvenir à des résultats par la lutte, même pour ces travailleurs atomisés. En Italie, il y a eu cette grève qui a été appelée par la CGIL, même si au départ les collectifs de coursiers italiens étaient vraiment très très éloignés et très même défiants vis-à-vis des grandes organisations syndicales. Au fur et à mesure, des liens se sont faits et il y a eu des collectifs cette grève qui a eu lieu dans 31 villes, même si elle n'a pas forcément abouti aux résultats escomptés, mais qui était d'aller vers une convention collective, de pouvoir être protégé par une convention collective de la logistique en Italie. Donc, voilà, pour vous montrer à quel point, finalement, cette organisation de ces travailleurs ultra précaires, hyper exploités, en fait, a pu avoir lieu à un moment donné de l'histoire, justement, de cette histoire courte, et aussi, donc, quelle est cette difficulté
dans la représentation syndicale. Il y a une division du travail militant entre des collectifs, des organisations syndicales minoritaires qui sont portées sur l'action directe, et puis des organisations traditionnelles qui finalement se sont tournées sur l'action juridique plutôt, et qui ont donc mené tout un travail sur les requalifications. On va voir après. Donc voilà, ça c'est pour le plan local et les difficultés de l'organisation. Comment finalement, à part ça c'est 2016-2017, la première grosse grève des coursiers, c'est en août 2016 à Londres. Une grève qui a vraiment extrêmement bien fonctionné et qui a obtenu des résultats pour le coup. C'est une des seules après en Europe à part la Grèce et la Turquie, que j'ai pas là. Et donc après cette grève de Londres, il y a eu une vague de résistance transnationale, comme je l'ai dit, et vous voyez ici tous les collectifs d'Europe. Il y a 60 porte-paroles qui sont réunis ensuite à Bruxelles. Ici, c'est un exemple pour montrer à quel point ce moment-là, que j'ai vécu, que d'autres ont vécu, qui était absolument magique, on va dire, dans le sens où il y a une rencontre de forces militantes très intense, très intense à un moment donné, et qui ont le sentiment de pouvoir créer des revendications communes, créer des actions communes, même si après ça va être compliqué, mais d'aller vers justement une sorte de rassemblement à un échelon plus grand que celui du local ou du national. Avec une question qui se pose, c'est que justement, ces porte-paroles, ils venaient de collectifs locaux des différents pays, de Paris, de Berlin, de Madrid, etc. Mais ils étaient au plan local. Ils se rassemblent au plan transnational européen ici à Bruxelles. Mais entre les deux, il y a le national. Qu'est-ce qui va se passer quand ils rentrent dans leur pays, après ces 3 jours où ils ont eu l'impression de pouvoir changer leurs conditions, en tous les cas le monde des plateformes, et de pouvoir lutter contre ces multinationales ensemble. Après avoir eu ce sentiment, ils retournent au pays et se disent, ben voilà, il va falloir qu'on crée, qu'on puisse continuer à vivre comme collectif, etc. Et donc, chacun à leur manière et selon les cultures syndicales nationales, va finalement se rattacher plus ou moins à des organisations syndicales traditionnelles. Et donc, ça va changer la nature forcément du lien d'un réseau de lutte, puisque ces syndicats nationaux ont eux-mêmes des liens au sein de la Confédération européenne de syndicats, dont je parlais tout à l'heure, et qui donc sont d'autres natures. Donc ça crée, voilà, et c'est pour ça que je trouve très intéressant de voir dans quelle mesure finalement ce niveau national intermédiaire de l'organisation syndicale traditionnelle finalement limite peut-être aussi l'organisation transnationale des collectifs de travailleurs. Donc ça, c'est juste pour la question du niveau européen. Il y a eu aussi, 2 ans après, en octobre 2020, la création de Unidos World Action, qui était donc un réseau international, surtout hispanophone, parti du Mexique, qui était lancé par le Mexique et puis par les États-Unis. Mais voilà, je n'en dirai pas plus. Ensuite, donc, il y a eu l'intérêt aussi de ce genre de moment, c'est justement de pouvoir se mettre ensemble pour créer des revendications communes. Et c'est ce que ce moment de 2018, il a permis une charte et avec 2 grandes revendications, transparence des données et des algorithmes. C'était dès 2018, alors que ce n'était pas forcément encore quelque chose qui était très... Pour les syndicats, en fait, les syndicats observateurs qui étaient présents, c'était complètement hallucinant, parce qu'ils n'avaient aucune notion de ce que ça pouvait être. Mais évidemment, les travailleurs qui le vivaient tous les jours avaient déjà ça comme revendication première. Et puis, évidemment, le salaire, cœur de l'identité syndicale, de la défense des travailleurs. Et donc, le salaire, ici, avec des questionnements sur salaire minimum, qui rejoint d'ailleurs les questions sur le salaire minimum européen, avec cette directive récente dont on pourra peut-être parler.
Voilà, et ce qui est intéressant quand même dans ces revendications communes, qui serait toujours très utile de pouvoir continuer à faire vivre et de pouvoir discuter même dans les collectifs locaux, parce que finalement, elles sont les mêmes un peu partout. Ça a mené, donc, il y a eu 5 grèves internationales menées par la OIA. Et ce qui était intéressant, important de noter, c'est que l'une des exigences centrales en fait, de cette alliance internationale, ça a été, lors de ces grèves, la requalification de la relation de travail en relation salariale, avec ce slogan que vous voyez ici, « Lutte pour tes droits, tous salariés ». Dès 2021, donc, et donc on est vraiment dans cette revendication du statut d'emploi par les travailleurs, mais par les travailleurs organisés, qui n'est pas forcément évidemment le cas de l'ensemble des travailleurs, et on le sait, puisque justement il y a une défiance très forte de la part de beaucoup de travailleurs vis-à-vis du syndicat, du statut salarié, etc. Donc c'est quand même très intéressant de voir ce slogan-là au niveau international, défendu par des latino-américains qui justement voulaient pousser dans ce sens-là pour la directive européenne. À ce moment-là, c'était très intéressant parce que moi, j'étais impliquée dans ce réseau international et finalement, les internationaux étaient beaucoup plus intéressés par la directive européenne que les collectifs européens. Parce qu'ils venaient de vivre quelque chose de très violent, qui était la loi Uber, que j'évoquerai par après. Et donc, ils poussaient vraiment très fort dans ce sens-là, et donc vers la question de l'action juridique. Vous me dites, hein, je n'ai pas dit au départ, mais si vous voulez interrompre sur des termes ou des questions de clarification, n'hésitez pas. Peut-être que ça va, c'est compréhensible. Donc voilà, et ça, cette action juridique, elle est aujourd'hui, et dans le cadre de ce que j'expose ici sur les débats politiques autour de la directive européenne, évidemment essentielle, puisque c'est ce qui va être au cœur de la directive, la fameuse présomption de salariat, d'une part, et en deuxième point, la transparence de l'algorithme. Donc, voilà pour... qu'est-ce qui s'est passé après ce moment d'action collective 2016-2018, avec cet apogée de l'AG européenne? Bon, on va dire après ça, partons. 2019, là, il y a une espèce de tournant. Un tournant où, justement, c'est le moment où on va lancer... 2019, tu le disais, c'est aussi la nouvelle commission, avec ses ambitions un peu illusoires. Et là aussi, sur la directive, ils vont dire qu'ils vont vouloir améliorer le sort des travailleurs de plateforme. Mais c'est paradoxalement le moment aussi, en 2019, où il y a une explosion du nombre de travailleurs, il y a une dégradation encore plus forte des conditions de travail. Et donc, même si la commission dit on veut améliorer le sort, eh bien, dans le réel, c'est exactement le contraire qui se produit. Et il y a de plus en plus, comme je le disais, de travailleurs qui sont difficilement mobilisables. Et donc, l'action collective, en réalité, régresse depuis lors. Enfin, traduire, enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analyse, Camille, mais ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue sur la Belgique, du moins. Mais en tous les cas, au niveau européen, c'est très clair. Et donc, tout ça, ça a fait qu'on est passé à l'action juridique. Et donc, c'est les syndicats qui n'avaient un peu de mal à appréhender donc, ces nouveaux travailleurs, qui finalement sont partis dans des procès en requalification. Ils avaient commencé déjà avant, mais c'est en 2018 où ça a commencé à créer une jurisprudence favorable, où presque toujours, ils parvenaient en fait à faire en sorte que ces travailleurs deviennent salariés. Individu par individu, hein, ou par groupe d'individus, mais en tous les cas, c'était donc des demandes individuelles aux tribunaux. Alors, sauf en Belgique, où il y a eu un procès contre Deliveroo qui n'a pas gagné. Il faut quand même juste signaler que la Belgique est le pays des plateformes, et le paradis, pardon, des plateformes, dans le sens où non seulement il y a eu ce procès qui était un peu surprenant, puisque c'était une exception
qu'il n'y ait pas cette possibilité d'aller vers la requalification, une exception à la jurisprudence européenne. Mais il y a eu aussi cet accord UBT-Uber en Belgique. Il y a eu aussi la loi dont je parlais tout à l'heure sur les travailleurs de plateforme, qui n'est absolument pas appliquée. Aujourd'hui, ça n'a rien changé. Il n'y a pas d'effectivité de cette loi. Donc, on voit bien qu'en Belgique, comme dans beaucoup de pays, hein, mais là, on est quand même dans une difficulté aussi à réglementer. Donc, cette situation des requalifications, là, dans tous les tribunaux, donc, vous voyez, en Belgique, 8 décembre 2021, statut d'indépendant, donc ça, c'est l'exception, la jurisprudence. Mais dans tous les tribunaux de hautes instances, en fait, il y a un état comme quoi, forcément, ces travailleurs sont des salariés. En France, en Espagne, en Allemagne, c'est reconnu. Alors, en Italie et en Angleterre, c'est un peu différent puisqu'il y a des statuts intermédiaires, des tiers statuts, le statut de worker au Royaume-Uni, qui est entre l'indépendant et le salarié, et qui en fait a les désavantages des deux, c'est-à-dire la subordination et le manque de protection. Donc, ce n'est pas idéal du tout. Et donc, il y a eu un refus du tiers statut depuis toujours par la plupart des organisations syndicales ou des collectifs. Donc voilà pour tout ce qui est du terrain juridique, proprement dit, de la façon dont les syndicats se sont engagés dans ces actions juridiques. À partir de là, donc, la bataille, elle s'est aussi déplacée sur le terrain de la loi, à force de cette jurisprudence favorable. Mais en fait, ce qu'on a pu constater à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un soutien énorme de la plupart des gouvernements, et en particulier le français. Hein. Vous vous souvenez de la sortie de Macron sur Uber et sur ce lien très fort qui a ensuite été révélé par les Uber Files de manière flagrante. Donc, on a ce soutien, en fait, aux politiques de plateforme. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la déréglementation du droit du travail, elle se fait en interne dans chaque gouvernement. Il y a eu la loi El Khomri, il y a eu la loi Peters, donc on n'a pas besoin des plateformes pour détruire le droit du travail au plan national, mais les plateformes sont un élément supplémentaire. Donc pour moi, c'est deux parallèles qui suivent. Il y a des lois de réforme du travail, et puis il y a des pratiques sociales de ces entreprises voyous qui finalement vont alimenter la régression du droit du travail, et très fortement, puisque elles sont vraiment complètement impliquées dans le procès que j'ai suivi en France contre Deliveroo. On a entendu dire, ils ont osé, les dirigeants ont osé dire qu'ils ont participé à l'élaboration de la loi El Khomri. Donc comme ça, au moins, c'est clair. Donc on voit qu'il y a un lien qui est extrêmement fort. Et donc ça, je trouve que c'est important à noter qu'il n'y a pas c'est pas une compromission provisoire ou quoi, c'est vraiment une continuité dans, on va dire, la plupart des pays, à l'exception, peut-être, en partie, du gouvernement espagnol avec la loi Rider, puisque c'est la seule loi qui, en août 2021, a permis de consolider la jurisprudence favorable aux travailleurs et donc qui définit une présomption de salariat avant même que la directive européenne ne le fasse. Donc, présomption de salariat en plus absolue. Alors, cette loi, elle a plein de défauts. Elle a été très critiquée d'ailleurs par les collectifs espagnols même. Mais bon, elle a quand même posé cette présomption. Présomption de salariat absolue, c'est important. Alors même, je ne vais pas rentrer dans la technique juridique, mais ça, c'est quand même un peu des concepts phares de la directive. Et donc, ça signifie qu'un travailleur dont l'emploi est contrôlé par une plateforme peut présumer qu'il est un salarié et que la plateforme, en fait, elle ne peut pas contester ce fait quand c'est absolu. Après, quand c'est réfragable, la plateforme peut le contester sur base de critères, etc. On va voir tout à l'heure avec la directive.
Donc, voilà, la loi Rider. Alors, elle s'applique qu'aux riders, donc c'est quand même limité. Mais voilà, c'est un précédent. Alors, comme sur le terrain de la loi, il y a cette expérience espagnole, mais il y a en Europe, mais c'est contrebalancé par en fait, un événement fondamental dans le monde des travailleurs de plateforme dont on n'a pas forcément eu conscience directement, c'est la proposition 22, et ça faisait partie du titre de ma présentation, c'est ce qu'on appelle la loi Uber, qui a été adoptée en Californie. Et là, contrairement à la loi Rider, qui est pro-salariat, la loi Uber, vous allez voir, elle, justement, légalise les faux indépendants. Donc, c'est... Ah oui. Donc, ça légalise les faux indépendants. Ça veut dire quoi? Donc, il y a eu quelque chose de très, très intéressant en Californie. Comme il y avait un développement très intense de ces plateformes, Uber, Lyft, etc., en 2019, poussé par les syndicats des transports américains, le gouvernement fédéral californien a décidé de créer une loi, la loi dite AB5, qui instaurait justement une présomption de salariat. Et donc, ça faisait en sorte que, du coup, tous les Californiens, enfin, les chauffeurs, les coursiers, etc., pouvaient bénéficier du Code du travail en Californie. C'est complètement novateur et inattendu et important dans le monde des plateformes. Mais évidemment, Uber ne pouvait pas laisser passer ça, parce que ça aurait été un précédent trop grave. Et donc, ils ont lancé un référendum qui, à coût de 200 millions de dollars de propagande contre 20 millions de la part des syndicats des transports américains, est passé. C'est-à-dire que en novembre 2020, finalement, la loi Uber l'a emporté avec 58% des voix. Et donc, les chauffeurs sont restés finalement contraints de rester indépendants. Donc, avec en plus une petite astuce malhonnête, puisque Uber avait dit dans la proposition qu'on fait, nous, que j'appelle la loi Uber, hein, c'est la proposition 22. Proposition 22, c'est en fait c'est la 22e proposition référendaire dans l'État de Californie. Et donc, ça a permis... Uber avait dit, on va faire un indépendant plus, hein, pour faire quand même style. On va pas les faire salariés, ok, mais on va faire indépendant plus, c'est-à-dire améliorer, un statut d'indépendant amélioré avec des nouveaux avantages, des nouvelles protections. Et en réalité, ensuite, quand tout ça est passé, quand le vote est passé, on s'est aperçu que pas du tout, qu'ils sont restés des indépendants bruts. Donc voilà, donc c'était même pas une façon d'améliorer finalement ce statut. Et là, c'est une vraie question d'ailleurs, entre la régression du droit du travail salarié et l'augmentation, enfin, l'amélioration du droit du travail des indépendants. Il y a tout disons que ça se rejoint. Et donc, même en Europe, justement, c'est un vrai questionnement, parce que parallèlement à la directive qui dit vouloir améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme et les rendre salariés, parallèlement, il y a des recommandations sur l'obligation de négociation collective pour les travailleurs indépendants qui sont en cours à l'échelon européen et qui finalement pourraient être largement aussi importantes dans le deal qui va être proposé à la fin sur le texte de la directive. Mais ça, c'est vraiment aussi tout ce jeu sur voilà, les indépendants, l'uberisation, c'est ça, c'est pas seulement pour les coursiers et les chauffeurs, vous savez, c'est aller dans cette atomisation, tu le disais tout à l'heure avec Deleuze, c'est le même principe, c'est vraiment atomiser, on parle d'uberisation chez Deleuze aussi, c'est-à-dire faire en sorte que, en effet, les travailleurs ne soient plus reliés aux conventions collectives auxquelles ils ont droit par des secteurs. Donc, voilà, cette loi Uber a été quand même hallucinante. Alors, pour les gens qui sont dans l'histoire, évidemment, c'était connu, mais ça n'a pas été très, très répandu. Mais pourtant, c'est vraiment essentiel dans l'histoire de la directive aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que j'en ai fait un point important ici.
parce qu'elle influence énormément en Europe. Juste après ce vote, le patron d'Uber dit « À l'avenir, vous nous verrez plaider plus vigoureusement en faveur des nouvelles lois comme la Prop 22. C'est une priorité pour nous de travailler avec les gouvernements des États-Unis et du monde pour que cela devienne une réalité. » Donc, il y a vraiment très clairement dit une volonté d'étendre ce modèle de l'uberisation et donc de la légalisation des faux indépendants, parce que c'est ça, c'est comment faire en sorte qu'on légalise des faux indépendants partout en Europe, même si différemment pays par pays, puisqu'ils ont fait des livres blancs. En fait, Uber et tous ces lobbyistes sont allés pays par pays, et à la Commission européenne aussi, voilà, essayer de voir comment il était possible justement d'influencer les lois nationales sur le droit, que ce soit le droit salarial ou le droit des indépendants. Voilà. Différemment, pays par pays, en connaissant très très bien les droits du travail nationaux. Donc, on en arrive peu à peu à cette fameuse directive. Mais on voit bien quand même cette influence américaine en Europe. Hein. Tu t'expliquais tout à l'heure à quel point les Européens sont tout petits. On l'a vu sur ton graphique en matière de plateforme. Ici, la loi Uber, elle domine forcément la directive européenne. Ça ne peut pas en être autrement. Et ça rejoint ce que tu dis finalement. Et donc, il y a cette expérience de l'exploitation salariale et numérique qui a été vécue en Californie. Voilà, elle s'étend dans le monde de toute évidence. Je crois que Uber est présent dans 6000 villes internationales. Donc cette stratégie d'Uber, elle est politique proprement dit. C'est vraiment pour moi, c'est un acteur très très fort en matière de déconstruction du droit du travail. Et ça s'est donc évidemment révélé avec les Uber Files pays par pays. On l'a vu, c'était très très intéressant aussi. Et cette présence des lobbyistes, elle s'est accentuée à partir de 2019. Et donc ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est au moment où la directive est mise en place. Quand la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, annonce ça à l'agenda politique, voilà, il y a une ruée de lobbyistes qui arrivent à Bruxelles. Et donc, c'est la phase européenne de l'action juridique. Donc, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment, finalement, l'action... Mais le problème, c'est qu'au niveau national, on avait une action juridique, les requalifications, avec une action collective relative sur un moment donné. Mais au niveau européen, comme je vous l'ai dit, il y a eu ce petit moment d'action collective européenne, mais c'est ridiculement faible. Donc, comment voulez-vous que cette directive puisse donner autre chose qu'une régression du droit du travail, dans la mesure où il n'y a pas d'action collective européenne, qu'il n'y a pas de puissance, en fait, à ce niveau-là. Donc, et que ces sphères institutionnelles sont touchées par les lobbyistes d'Uber, mais ne sont que très peu touchées une fois par an par le Forum des alternatives de l'ubérisation. Donc, c'est évident que c'est deux poids, deux mesures et que les textes qui ne peuvent que difficilement aboutir. On va voir l'évolution de ces textes. Donc, 2019, les orientations de von der Leyen. Et entre-temps, donc, il y a la gauche unitaire européenne qui a fait une proposition de directive qui a affirmé la nécessité justement d'une présomption de salariat type loi Rider, qui permettent vraiment de faire en sorte que les travailleurs de plateforme soient présumés salariés de manière immédiate. Donc il y a une vraie proposition, une proposition qui était un objet de communication, qui était en 2 septembre. Il y a eu tout un groupe d'experts juridiques et tout qui a vraiment élaboré ce travail pour voir dans quelle mesure, quel outil juridique en droit social communautaire pouvait être utile pour vraiment parvenir à cette applicabilité immédiate et non pas par l'intermédiaire de critères. Donc,
ce texte et tout le travail qui a été fait autour, etc., a en effet certainement contribué à ce que la Commission propose que les travailleurs de plateforme bénéficient de droits du travail et d'une protection sociale appropriée, donc qu'ils inscrivent dans leur première proposition en décembre 2022 cette formule juridique de la présomption. Mais le verre est déjà dans le fruit à ce moment-là. Pourquoi? Parce que la présomption, elle est réfragable, c'est-à-dire sous condition de critères. Et donc, là, il y a 5 critères qui sont déterminés à ce moment-là. Donc, ça veut dire que ça ouvre la possibilité, en fait, aux plateformes de réfuter la présomption. Et vous connaissez l'agilité et la rapidité des plateformes pour s'adapter à ce genre de choses, que ce soit au plan national ou européen. Donc, le fait d'avoir ouvert cette porte a été dangereux pour la réalité d'applicabilité possible de cette présomption. Ensuite, ce texte va continuer à vivre depuis décembre 2022 et il doit passer par le Parlement. C'est compliqué, hein, la procédure européenne, passer par le Parlement, puis le Conseil, et puis, comme je le disais, il sera adopté en avril 2024, avant peut-être, en tous les cas, maximum en avril 2024. Et donc, qu'est-ce que les évolutions récentes par rapport à cette procédure, c'est qu'en février passé, il y a eu un texte du Parlement européen qui, lui, était là aussi très étonnamment favorable aux travailleurs, car il se débarrasse des 5 critères prévus que j'ai mentionnés avant, pour obtenir cette fois le statut d'emploi salarié, justement, avec la présomption générale, absolue. Donc ce texte du Parlement est très intéressant. Et c'est un moment dans... des juristes de droit social communautaire disent « c'est incroyable, ça n'a jamais existé à l'échelon européen, l'illusion de l'Europe sociale renaît ». Mais, comme le dit, je ne veux pas faire ma Cassandre, mais moi ça fait 20 ans que je pense sur l'Europe. Donc il y a un moment donné, je suis complètement d'accord avec François Denord et Antoine Schwartz qui disent « l'Europe sociale n'aura pas lieu », étant donné tous les rapports de force que j'ai pu expliciter avant, même si ce texte, en effet, est absolument intéressant en soi, que la présomption de salariat général de ce texte du Parlement est étonnante. Malheureusement, ce n'est pas du tout la tasse de thé de l'ensemble des gouvernements européens. Et donc, ceux qui siègent au Conseil de l'Union et qui vont déterminer le texte final, ils sont déjà revenus à l'attaque. Et en juin dernier, donc on a eu un nouveau texte qui réoriente la directive dans leur sens, puisque elle intègre dedans finalement une dérogation au principe même de présomption. Donc c'est génial, tout ça pour ça. Donc il y a une espèce de... Voilà, ils vont essayer jusqu'au bout de vider complètement de sa substance ce que pouvait être la présomption de salariat, en particulier dans le texte du Parlement. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment un débat politique extrêmement fort autour, finalement, des frontières du salariat. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite, j'en profite pour faire une petite page de pub, les frontières du salariat. On édite une revue qui s'appelle la revue Salariat. Le numéro 1, c'est droit à l'emploi, droit au salaire. Et le prochain qui va sortir bientôt, justement, est spécifiquement sur les frontières du salariat. Et donc, c'est vraiment ces questions-là qui se posent. Donc, voilà, du coup, je pense que là, on est vraiment dans un moment très intéressant parce qu'on va continuer à débattre de ces questions, on va continuer à montrer à quel point, justement, le droit du travail est en danger. Et donc, pour moi, la question fondamentale, c'est est-ce qu'il s'agit, en fait, d'améliorer, dès le départ, dès 2019, est-ce qu'il ne s'agissait pas, en réalité, malgré tous ces soubresauts, d'améliorer les conditions, est-ce qu'il s'agissait réellement, plutôt, d'améliorer les conditions de travail des travailleurs dits de plateforme? C'est pas parce qu'ils ont une appli qu'ils ne sont pas des travailleurs. Ou bien, en fait, de faire régresser, finalement, les conditions de travail de tous les travailleurs.
en créant justement un droit spécifique, une nouvelle catégorie de travailleurs salariés qui ne peut pas avoir l'effectivité de tous ces droits. Et donc, cette sous-catégorie du droit salarié, tout comme on l'a fait pour les intérimaires, hein, dans les années 80-90, on a créé de toutes pièces les intérimaires, c'était aussi hors la loi au départ. Après, c'est devenu tout à fait légal. C'est la même chose. On crée une nouvelle sous-catégorie, travailleurs de plateforme. Et ça permet de tirer vers le bas tout le corpus des droits du travail nationaux. Enfin, voilà, moi, c'est mon interprétation depuis le départ, même si le débat politique autour est très intéressant et important. Voilà, je parle trop. Je vais juste finir par quelques défis et perspectives justement par rapport à ces enjeux qui sont quand même assez essentiels puisqu'ils nous concernent tous, parce qu'ils ne concernent pas seulement les coursiers et les chauffeurs, ils concernent évidemment tous les travailleurs, puisque cette régression du droit du travail, elle se fait pour tous les secteurs. Donc ces défis, c'est à représenter évidemment toujours, et je l'ai évoqué plusieurs fois, la représentation des travailleurs. Quelle représentation, quelle possibilité de réinventer cette représentation du syndicalisme dans sa belle idée. Et donc, ça pourrait être évidemment l'extension de la lutte, puisque justement, les ubérisés, en fait, ne sont que des ultra-précaires, et que les ultra-précaires sont dans énormément de secteurs. Puis, il y a une convergence est très, très importante entre toutes ces catégories de travailleurs, coursiers, chauffeurs, travailleurs du clic, mais aussi les travailleurs sans papier, puisqu'ils sont très, 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 très nombreux dans le secteur. Et aussi, évidemment, tous les salariés qui sont, comme je le disais, aussi concernés. Donc, mais pour le moment, c'est très cantonné. Voilà, on défend les coursiers, la loi Rider. En réalité, il faut bien voir que c'est, comme je disais, un élément de régression du travail. Après, syndicalisme année zéro, oui, c'est pas du tout évident d'organiser les coursiers, on l'a vu, mais il y a aussi une nécessité d'avancer de ce côté-là et un besoin de nouvelles stratégies d'organiser, mobiliser, représenter. Et à ce propos, donc, il y a des expériences intéressantes comme la maison des coursiers, que ce soit donc Camille ici présent, qui est animateur de cette maison, enfin animateur, partie. Oui. Et donc, il y en a pas seulement à Bruxelles, il y en a aussi à Vienne, à Paris, voilà, sous des formes différentes. Et ces espaces-là, c'est comme voilà, des nouveaux espaces de rencontre, mais aussi espérons-le, d'action collective possible. Et donc, voilà, c'est tout un travail qui peut se faire là, justement de renouveau du syndicalisme. Alors, entre ceci et évidemment ce qui a pu se passer en Belgique, voilà, il y a toute une bataille en fait qui s'opère, une bataille politique au plan syndical. Et c'est pour ça que c'est intéressant pays par pays de voir comment se réorganise. Moi, ce que je suis en train de travailler, c'est aussi que finalement, en regardant la résistance possible sur ce secteur-là, coursiers, chauffeurs, etc., en fait, ça montre l'état des organisations syndicales. Dans quelle mesure elles sont capables d'appréhender des nouveaux travailleurs ou pas, ce qui est souvent le cas. Donc, réinvention aussi des revendications. Le salaire, toujours. On sait que toute la vague de grève que j'ai évoquée, elle est partie à chaque fois de la chute des rémunérations. Chaque fois, c'est éternel. Hein. Quand on baisse les salaires, il y a grève. Trop fortement, en tous les cas, de manière unilatérale, comme ça s'est fait. Donc, c'est intéressant aussi, il y a beaucoup de revendications sur le salaire minimum. Dans les revendications des coursiers en Belgique, il y a ça aussi, c'est aller vers ce salaire minimum. Mais est-ce que ce n'est pas possible de faire le lien au niveau européen avec la directive salaire minimum européen, qui n'est pas du tout idéal, mais... Et puis... après, les droits syndicaux numériques, j'en ai déjà parlé. Évidemment, le développement de ces fameux droits syndicaux numériques qui restent faibles. Et alors, enfin, l'axe... J'ai pas... Ah ouais.
lutte contre les syndicats d'accompagnement. J'en ai parlé aussi. Et donc, revendication à réinventer, salaire, de nouveaux droits syndicaux numériques. Et enfin, l'action collective et l'action juridique. C'est-à-dire que là, j'ai souvent évoqué cette alternance, évidemment, entre l'action collective qui est à la base de l'action juridique, que le rapport de force, que la loi n'est que le fruit du rapport de force, tout le monde le sait, et que donc, c'est pour ça que elles sont complémentaires, mais aujourd'hui, là où c'est compliqué, on se trouve devant cette directive qui va se cristalliser, ce texte qui va venir. Mais comme je l'ai dit, depuis 2019, on a une nouvelle dégradation des conditions de travail, de rémunération dans tous ces secteurs. Et donc, la population laborieuse, en fait, elle n'a pas de plus en plus discriminée dans la survie, etc., a beaucoup plus de mal à aller vers des actions collectives fortes et encore plus au niveau européen. Donc, voilà, ce qui est déjà problématique au plan local le devient encore plus pour aller vers une directive ambitieuse. Mais voilà, moi, je reste persuadée qu'en termes de perspective de long terme, c'est bien cette accumulation des forces dans la lutte qui permet d'ouvrir sur une victoire des travailleurs dans la bataille des statuts au long cours, du coup, et pas forcément en avril 2024. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être ouvrir le début des questions-réponses en te posant deux questions. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que la Belgique et en particulier le paradis des plateformes. Voilà, s'il y a une explication historique ou quel est le régime juridique spécifique qui mène à cette situation. Ensuite, sur le fait qu'on présente souvent l'ubérisation comme un phénomène moderne, donc quelque chose comme la dernière trouvaille d'un capitalisme technologique. Mais en fait, l'atomisation du travailleur, la séparation des autres travailleurs, etc., c'est quelque chose de très ancien, comme tu l'as dit, ça remonte au 19e siècle, avec les travailleurs à la tâche. Donc, à quel point est-ce que c'est une forme de régression et à quel point il y a aussi du coup des éléments nouveaux par rapport à ces anciennes conditions des travailleurs. Voilà. Oui, je veux bien. Et après, comme ça, on passe à la salle et puis on... Ok. Donc, la Belgique, paradis des plateformes, j'exagère peut-être un peu, et il y a beaucoup d'autres pays qui le sont. Hein, mais voilà, c'est un petit pays, hein, vous le savez tous, qui est donc complètement envahi par les multinationales, qui a peu de capacité au plan proprement... Enfin, qui n'a pas d'économie propre, on va dire. Et donc voilà, elles ont besoin, on l'a vu avec Alibaba. Je veux dire, Alibaba, c'est la plateforme tournante en Europe. Il n'y en a pas d'autres, je crois. Enfin, Cédric, tu vas me contredire. Mais c'est pas étonnant que ça soit situé en Belgique, quoi. Donc, ils ont accepté parce que voilà, c'est vraiment le lieu où... après, par rapport au syndicalisme, il y a toujours cette ambiguïté, justement, de dire qu'en même temps, en Belgique, il y a une force de résistance syndicale, etc. Mais sur les plateformes, elle n'est absolument pas là. Enfin, en tous les cas, sur l'implantation des plateformes, ça c'est clair. Malheureusement, Alibaba a été... je prends cet exemple-là parce que c'est le plus énorme récemment. A été... tu en parlerais beaucoup mieux que moi, hein, mais a été donc complètement... loué, célébré par les syndicalistes qui disent que oui, c'est très bien, ça fournit de l'emploi, etc., sans du tout aller voir du côté de toutes les questions écologiques que ça pose, enfin, donc
Après, paradis des plateformes aussi parce que tout à l'heure, j'ai cité les 3 éléments qui montrent à quel point, en effet, la Belgique est vraiment ouverte à ça. Mais il y en a un supplémentaire que j'ai oublié, c'est le plan taxi qu'on a travaillé avec Anastasia, ici présente, et qu'on a beaucoup travaillé là-dessus pour montrer à quel point, justement, il y a eu une espèce d'uberisation totale, du secteur taxi, mais à un point, comme aux États-Unis en fait. Dire que même s'il y a une résistance pendant tout un temps, il y a eu ce moment où finalement les chauffeurs sont devenus des taxis et inversement. Et donc voilà, ça s'est soi-disant harmonisé, mais vers le bas, c'est-à-dire type Uber, quoi. Donc là, c'était un exemple de plus qui était alarmant aussi pour l'absence de résistance à la plateformisation en Belgique. Autre chose aussi, de dire quand même que justement, ce qu'on peut appeler la plateformisation, c'est montrer à quel point ça touche tous les secteurs. Un exemple belge encore, c'est Colruyt. Colruyt Shop & Go, aussi c'est de la plateformisation. Colruyt, c'est une grande entreprise, hein. En ce moment, la grande distribution, c'est mauvais, hein, Delhaize, Colruyt. Mais Colruyt, en fait, ils ont pris Shop & Go en disant, ben voilà, à partir de là, on peut utiliser des travailleurs uberisés parce qu'on a fait une plateforme. On peut utiliser des travailleurs P2P, P2P, tranquille. Donc, ça veut dire que ça s'étend au secteur traditionnel. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est réservé aux coursiers et aux chauffeurs. Ah, pardon, et ta deuxième question sur le 19e siècle et les nouvelles formes d'exploitation. Évidemment, comme je l'ai cité tout à l'heure, il y a l'exploitation numérique en plus. On est dans l'extrême dégradation des conditions de travail, hein, ça c'est clair, mais aussi donc dans cette nécessité de répondre à ces droits numériques. C'est-à-dire comment faire en sorte de combattre aussi sur ce plan-là, parce que finalement, c'est ce qui réunit le droit du travail par secteur. On pourrait dire, en fait, les coursiers, on peut les mettre dans le transport, les chauffeurs aussi, d'autres, on pourrait très bien aussi dire, on va réintégrer ces travailleurs dans leur secteur, c'est pas parce qu'ils ont une appli, ils ont aussi un secteur. Mais c'est vrai que, par ailleurs, ils ont une appli. Par ailleurs, ils ont une appli, et donc, dans quelle mesure, et ça c'est une vraie question, cette catégorie travailleurs de plateforme a un sens en fait. Et c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on en fait politiquement. Le problème, c'est que cette métacatégorie, pour le moment, travailleurs de plateforme, travailleurs des applis, enfin, quand on parle du côté des travailleurs, on dit travailleurs des applis, quand on parle du côté des plateformes, travailleurs des plateformes, cette catégorie-là, si vous la lisez dans les textes politiques, en fait, elle n'est utilisée que pour aller vers la régression du droit du travail. Ce n'est pas pour les réintégrer comme travailleurs, c'est pour, au contraire, justement, faire en sorte que ce soit, comme je l'explicitais tout à l'heure, une sous-catégorie. Et donc là, il me semble que, en fait, les travailleurs de plateforme ne peuvent être qu'atypiques, tout comme l'étaient les intérimaires, tout comme, ils ne peuvent être qu'atypiques. C'est encore autre chose que les sous-catégories qui ont été créées, comme les workers, les hétéro-organisateurs, etc., les tiers-statuts, où là, c'est des sous-statuts, on va dire. Là, c'est des travailleurs de plateforme, si ça passe comme ça va l'être, ça va être des salariés, mais avec des droits ineffectifs. C'est-à-dire qu'ils ne seront jamais des travailleurs dits typiques selon la définition de l'OIT, c'est-à-dire plein temps, CDI, ils ne seront jamais. Donc, on va dire que ce sont même, c'est vraiment cette création de sous-catégorie. Pour moi, tout ça, c'est nouveau. Et comment retourner la catégorie travailleurs de plateforme. Alors, soit on prend l'option de dire, bah oui, en fait, on réintègre chacun des travailleurs dans leur secteur. Alors, pour ce qui est des travailleurs du clic, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas de secteur, c'est du micro-travail. Donc, ça peut être souvent compliqué.
de trouver un secteur. Mais par contre, si on dit développons les droits numériques, alors ça veut dire redéfinissons une catégorie de travailleurs, mais c'est compliqué. Parce que oui, c'est un peu ça le danger, c'est de créer une catégorie de travailleurs qui ait moins de droits et qui au final genre, entraîne tout le droit du travail avec lui à la baisse, quoi. Et du coup, quelle sera, j'imagine qu'il n'y a pas de solution miracle, mais quelle sera un petit peu une direction, une des revendications du coup des travailleurs des plateformes, parce qu'on sait aussi qu'ils veulent pas tous absolument de la présomption absolue de salariat. Enfin, il y en a qui sont aussi attachés au statut d'indépendant. Donc, ouais. Oui, alors, ça, c'est compliqué. Dire qu'ils sont attachés au statut d'indépendant, c'est trop dire. C'est même pas tellement ça. C'est qu'en fait, voilà, moi, je fais des interviews. Par exemple, je me souviens de Jérôme Pimaud qui me dit oui, moi, j'arrive avec le salariat, j'ai l'air d'un con. Jérôme Pimaud, c'est le porte-parole des coursiers en France, qui, lui, à chaque fois, arrivait avec un grand discours sur le salariat et qui se faisait renvoyer dans les brancards et qui disait, bah oui, parce que tous les gars à qui je parle, les gars des banlieues, en l'occurrence à Paris, etc., eh ben, en fait, leur père était chômeur, leur arrière-grand-père, eux, ils ont toujours été dans la galère, les syndicats les ont jamais aidés, donc ils n'en ont rien à foutre du salariat des syndicats. Enfin, je simplifie, hein. Mais il y a quand même toute une des visions de ce qu'est l'organisation syndicale, de ce qu'est le salariat. Mais en fait, c'est un travail que de reconscientiser sur le droit des travailleurs. Et cette conscientisation, à mon avis, elle peut se faire au sein de maisons des coursiers. Elle peut se faire, et c'est par là pour moi que ça passe, en fait. Ça passe par une reconscientisation de comment refonder des droits, comment avoir le droit d'avoir des droits. Et donc, c'est vraiment cette question-là qui se pose. Et peut-être, justement, alors là, voilà, des petites pistes comme... là, du coup, j'en parle. On va monter une enquête, pourrait être une enquête ouvrière. Et donc, si c'est une enquête ouvrière, ça permettrait peut-être la conscientisation, mais tout ça, c'est bien prétentieux. Mais c'est-à-dire, l'idée étant d'aller à la rencontre des travailleurs et justement qui sont dans des situations très, très spécifiques et de reconscientiser sur les droits. Mais voilà, c'est un travail qui est très compliqué aujourd'hui, étant donné l'atomisation des critères. Oui, de longue haleine aussi, j'imagine, du coup. Puisqu'il s'agit de... Enfin bref, voilà. On va faire un tour de questions. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Je sais qu'il est un peu tard. Ouais. Je vais en poser une. Enfin, je relais une question de Anne qui a dû partir, mais qui aurait été très intéressée de savoir pourquoi. Alors, je crois que c'est la loi Ryder là qui avait été jugée anticonstitutionnelle, et puis finalement, elle était constitutionnelle. Oh, Uber, voilà, ouais. Et donc, elle aurait aimé savoir dans quelle mesure, sur quoi ça se jouait. Je crois que Karine, tu avais une question aussi. Là. Non, il n'y en a pas d'autres. De nouveau, là, entre le moment où, en effet, parce que ça, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais c'est sur le slide, en effet, après qu'il y ait eu donc, cette loi Uber et que Uber a gagné, et en écrivant sa loi avec la proposition 22, en effet, il y a un juge qui s'est acharné et qui a fait en sorte de rendre cette proposition 22 anticonstitutionnelle. Mais évidemment, de nouveau, bataille politique, parce que les juges en Europe aussi, ils ont été un peu les seuls remparts à un moment donné pour défendre le droit du travail de ces travailleurs, enfin, la relation salariée. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, c'est de nouveau battu en brèche
Alors après, les dessous exactement, comment ça a pu être, comment cette décision a pu de nouveau être retournée, je ne suis pas dans les petits papiers, mais c'est une bataille politique de toute façon. Et en Belgique, le procès Deliveroo qui a abouti à cette histoire donc, où finalement les travailleurs n'ont pas été requalifiés comme salariés, qui est, comme je le disais tout à l'heure, une exception belge dans la jurisprudence. Là aussi, ça a été aussi peut-être montré que ce sont des juges qui sont quand même plus proches du banc patronal. Donc voilà, la justice n'est pas... c'est une justice de classe le plus souvent, et voilà. Donc là, c'est très, très clair. On y reviendra cet après-midi, mais il me semble que les impasses ou les dangers que tu signales renvoient, à mon avis, au fait que la requalification repose sur la subordination et que les critères de la réfragabilité, c'est pareil, c'est des critères évidemment de subordination. Tant que la bataille syndicale identifie le statut de salarié à subordonner, il n'y aura pas d'avenir pour la question, à mon avis. Je pense que là, il y a une impasse, il y a une faute stratégique. La requalification, pour moi, fondée sur la subordination, est une faute stratégique qui nie par ailleurs des conquis qui ne lie pas le statut de salarié à la subordination. Je pense on verra ça cet après-midi. Je crois que mon intervention, c'est tout à fait dans la continuité de celle de Cédric et de la tienne, parce que, comme vous l'avez dit, Uber, c'est pas Uber, c'est le capitalisme. Et c'est le capitalisme qui joue le retour au 19e, bien sûr, hein, c'est fondamentalement le retour au 19e, mais dans la négation des conquis de statut de salarié hors subordination. C'est ça le point qui, pour moi, est central. Oui, je pense que tout à fait sur l'émancipation du salariat, le problème, c'est quel est l'état de conscience des travailleurs et comment, justement, à quel moment, quand les travailleurs disent « je veux être libre », parce qu'ils ont entendu du discours d'Uber qu'ils ont lu sur leur appli, que justement, ils étaient soi-disant libres en étant indépendants, c'est évidemment tout à fait faux, mais ils ont tellement intégré, ils se sont tellement appropriés ce discours qu'ils finissent par l'incorporer. Et quand un chauffeur que j'interviewais me dit « oui, mais c'est génial parce que si je veux, je peux me lever à 4 heures du matin. Si je veux, je peux le faire et je peux aller travailler. » Et donc, c'est ça, c'est la liberté dans le sens où... donc, il y a une espèce d'incorporation de ce discours patronal qui est très, très forte. Et comment, justement, remettre la réelle émancipation du salariat, de justement se libérer de la subordination, voilà, pour réintégrer le discours de la liberté réelle, quoi. Donc, c'est une vraie question, mais qui est très compliquée parce qu'on est très loin dans l'absence de conscience politique. Et après, voilà, c'est des moments, c'est des phases, à mon avis, c'est dynamique et que tout est arrivé. Mais je pense en tous les cas que ces travailleurs-là sont des sujets révolutionnaires en soi parce que justement, ils sont soumis à une telle exploitation que voilà, il y a un moment où ça peut se passer, comme ça s'est passé en Turquie, où tout à coup, des milliers de travailleurs se sont réunis et ont réussi à créer un mouvement qui a même embarqué les autres secteurs des coursiers et ont vraiment lancé ce grand mouvement de grève en Turquie. Donc ça, voilà, c'est pas impossible non plus.
Est-ce que vous pensez que pratiquement, vraiment, la majorité des entreprises peuvent être ubérisées? Par exemple, une entreprise de bâtiment qui dirait demain, il y a du boulot, si vous voulez du boulot, ben, inscrivez-vous sur la plateforme, etc. Est-ce qu'à votre avis, la proportion des entreprises qui peuvent concrètement être ubérisées est énorme ou pas? Est-ce que vous avez parlé de Deleuze, de Colruyt et tout? Enfin, voilà. Donc ça, c'était une des questions. Sinon, donc, est-ce que après la lutte des travailleurs suivie par les syndicats, est-ce qu'on voit une volonté farouche de politique, que ce soit au niveau européen, vous avez parlé de la GUE, ou au niveau belge, de lutter contre l'ubérisation de la société? Et alors, ça rejoint un peu ce que vous avez dit, mais je me demandais, donc, si au sein des luttes, on parlait souvent du droit des travailleurs, des salaires, etc., si on parlait de la valeur travail en elle-même, quoi. Mais ça, vous avez déjà... Il y avait une autre question. Dans l'introduction, tu as mis une thèse très radicale, en fait. Si j'ai bien compris, tu dis le niveau européen du syndicalisme est un obstacle. Tu as utilisé ce mot-là. Je suis d'accord avec cela. Pas sur base d'une analyse savante de la société, mais sur base de mon expérience propre dans ma vie. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans une papeterie où la plupart, presque 100% des ouvriers étaient syndiqués, les employés moins, malheureusement, où on avait des conventions collectives du travail plus ou moins OK, on était bien payé, on faisait partie d'une multinationale sud-africaine. C'était une usine en Belgique, à Lanaken, tout près de la frontière hollandaise. L'origine, c'était une usine hollandaise, une entreprise hollandaise qui a installé un site en Belgique à 5 km de distance. Mais dans toutes ces années de lutte syndicale, d'engagement syndical, moi et mes camarades n'ont pas été capables de faire plus que des liens même pas d'amitié, mais des liens plus ou moins corrects avec les travailleurs de 5 km plus loin. On ne parle même pas des travailleurs dans la même entreprise qui se trouvaient en Allemagne, en Autriche, en Finlande et encore dans d'autres pays. Ma conclusion, il est illusoire de penser construire un syndicalisme, institutionnalisé européen, et je suis d'accord avec cette thèse-là. Le CES est un obstacle pour les conditions de tous les jours des travailleurs. Comment est-il possible qu'il n'y a pas une poussée pour avoir des conventions collectives européennes dans une entreprise comme l'entreprise où j'ai travaillé pendant tant d'années? Comment est-ce possible? Comment est-ce que c'est possible que les conseils d'entreprise ne sont pas utilisés pour faire quelque chose de pratique et d'utile? Pour l'instant, ce sont malheureusement, j'espère qu'il y a des exceptions, mais j'ai connu la situation dans cette entreprise-là, c'est du tourisme syndical, pas plus, pas moins. Ce sont même les liens personnels qui se créent entre les différents syndicalismes ne sont pas très utiles parce qu'on ne peut pas les utiliser. Sur ce plan-là, je suis très, très pessimiste sur les possibilités des syndicats de se renouveler, de se réinventer, comme tu le suggères à certains moments. Je vais revenir sur l'intervention de monsieur. Je ne suis pas un philosophe, je ne sais pas si j'ai bien compris le contenu de l'intervention, mais j'estime que la question de la libération des travailleurs, ou utiliser le mot que tu veux,
c'est une question très pratique. Les travailleurs se mettent en grève quand il y a des problèmes, quand les salaires diminuent, quand ils ne sont plus capables de vivre convenablement. Mais si nous, comme des gens qui sont engagés dans ce processus de lutte ouvrière, ne sont pas capables de parer aux questions très pratiques qui se posent, ça ne sert pas à grand-chose de faire des analyses si on n'est pas capable d'intervenir dans ces discussions très pratiques attaquées par des lobbyistes, d'Uber et d'autres entreprises. Si on n'est pas capable, sur ce niveau-là, sur ce plan-là, de peser. J'ai très souvent l'impression que le mouvement ouvrier, les syndicats et aussi les travailleurs sont en train de regarder le train qui passe comme des vaches et qu'ils ne trouvent pas les moyens pour intervenir concrètement sur ce train. Et je termine en faisant le lien avec les Gilets jaunes. C'était un mouvement d'une toute autre nature, avec différentes classes, mais au moins c'était un mouvement très pratique qui s'est révolté contre des situations et qui a trouvé les moyens, les mots, les symboles pour se montrer dans la société et créer une force. Malheureusement, ça n'a pas abouti à grand-chose, mais au moins la modernité, on a fait la référence, se trouve là, pas dans l'idée de confondre modernité avec émancipation sociale. J'imagine que notre modernité, c'est plutôt la guerre, c'est plutôt l'exploitation en plus et la division en plus des gens. Merci pour ces questions, ces interventions. Oui, donc sur les difficultés de l'organisation syndicale, que ce soit au niveau national, européen, les possibilités justement d'aller réinventer des types d'organisation, d'action, voilà. Je pense que justement, de par ces nouveaux questionnements qui sont là, qui arrivent quand on arrive à des phases extrêmes d'exploitation, justement, c'est là que ça se passe, et qu'on repart d'une autre capacité et pas forcément sous le modèle gilet jaune. Moi, il me semble que le pouvoir qui se pose, la question qui se pose, c'est justement celle du pouvoir, dans les organisations, la capacité à s'organiser. Et tout simplement, rien qu'à reprendre, à avoir la capacité d'organiser une grève, qui n'est pas toujours le cas de certains délégués, etc., de reprendre tous ces outils qui étaient en effet essentiels. Et je pense que ça se fait dans une construction dynamique dans le travail. Et donc moi, je ne suis pas aussi pessimiste que toi sur les possibilités de défense des travailleurs et que ça doive se faire en dehors du travail. Et ça rejoint un peu la question sur la valeur travail ou pas, c'est-à-dire justement, les Gilets jaunes, ils ont aussi parfois rencontré les travailleurs sur les piquets. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est quand il y a justement aussi ces mélanges qui se font, où en réalité, il y a vraiment cette capacité à se révolter sur le travail et leur travail. Moi, je ne pense pas qu'il y ait forcément de frontières entre les deux. Mais voilà, c'est vrai que sur le syndicalisme européen, je pense qu'il y a moyen de continuer à travailler sur base de rassemblements de collectifs. La nouvelle idée, c'est de monter des réseaux de maisons de livreurs, puisque les maisons de livreurs fonctionnent, qu'il y ait de plus en plus de maisons de livreurs. Je dis de livreurs, mais ça peut être d'autres secteurs, ça peut être d'autres. Et qu'à partir de là, en fait, quand des travailleurs se réunissent à un échelon local, eh bien, en effet, ils s'organisent au-delà des frontières.
moi, voilà, je dis pas que c'est le renouveau d'un syndicalisme international, mais on peut partir quand même dans l'idée d'un internationalisme qui a toujours existé dans la pensée marxiste en tous les cas, et qui est très très émancipateur pour le travailleur. Donc je crois qu'il faut garder cette idée de l'international, et en particulier étant donné la puissance actuelle des multinationales que nous décrivait Cédric au départ, et leur concentration. Évidemment, eux sont hyper concentrés et nous, on est hyper divisés. Donc, on est dans deux extrêmes. Mais justement, reconcentrons-nous sous toutes ces formes. Donc voilà, moi, je pense que j'avais écrit une petite brochure qui s'intitulait « Coursiers de tous les pays, unissez-vous ». J'y crois toujours. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va conclure comme ça cette deuxième intervention. Encore une fois, merci de t'être déplacé et d'avoir préparé tout ça, et pour les réponses. Voilà. On va faire une pause de midi. Alors, on est pas mal en retard, donc je sais pas combien de temps on fait. On fait 45 minutes. On essaie de faire en 45 minutes. Donc on a des empanadas. Alors je sais pas, comment est-ce qu'on fait pour que chacun puisse en avoir? A priori, il y a assez pour tout le monde, hein, donc il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent prendre, viennent prendre des empanadas. On va les mettre où? Enfin, on fait comment? Ils sont réchauffés là dans les fours qui sont juste là. Super. Donc voilà, et puis n'hésitez pas à discuter. Et voilà, on reprendra ensuite avec la conférence de Bernard Friot, donc qui s'intitule « Salaire, comment se libérer de la logique des piliers ». Cet après-midi, donc dans 45 minutes, je ne sais pas exactement quelle heure ça fait. Voilà. Donc juste Fabrice, qui est du Grésia, qui est ici avec la table, va partir dans pas très longtemps, je crois. Donc si jamais vous aviez vu des choses qui vous intéressaient, je vous conseille de les prendre maintenant ou bientôt en tous les cas.